Vous regardez toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin à présent avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, les négociations reprennent à Washington. 4e rencontre entre les représentants du Liban et d'Israël, avec toujours l'ombre portée du Hezbollah. Absent des discussions et hostile à la rencontre, le mouvement chiite libanais fait savoir qu'il n'acceptera pas un cessez-le-feu partiel avec Israël. Et puis le navire russe arraisonné hier par la France, lui, est arrivé au port de Douarnenez dans le Finistère. Moscou dénonce un acte qui s'apparente à de la piraterie. C'est le 4e pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe à être intercepté par la marine française. C'est tout de suite, on va plus loin. Les États-Unis ont-ils encore la main sur les négociations avec l'Iran? Et plus encore, puisque c'est ça le fond de la question, sur leur allié israélien. Alors que Washington accueille un 4e cycle de discussions entre Israéliens et Libanais, Donald Trump a donné de la voix, si l'on en croit le site d'information en ligne Axios. Lors d'une conversation téléphonique hier, le président américain a sermonné en termes bien peu diplomatiques Benyamin Netanyahou, qualifiant le Premier ministre israélien, je cite, de complètement cinglé, pour vouloir bombarder Beyrouth, lui rappelant au passage ce qu'il lui doit. « Sans moi, tu serais en prison », lui aurait dit l'hôte de la Maison-Blanche, pour finir par lui dire qu'à cause de lui, tout le monde déteste Israël. Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Il y a vraiment un désaccord profond entre les deux hommes? Alors si on ne connaît pas bien sûr exactement la teneur de la conversation, oui, il y a un désaccord de fond, c'est évident, parce que Benyamin Netanyahou s'apprêtait précisément à ordonner une opération de grande ampleur, avait-il dit, dans le sud de Beyrouth, et Donald Trump lui a enjoint d'arrêter vraisemblablement quelques minutes avant le déclenchement de cette opération. Ça suscite beaucoup d'émoi ici en Israël. Au-delà de cette conversation téléphonique, l'opposition israélienne accuse Benyamin Netanyahou d'être soumis à Donald Trump, de lui avoir cédé. D'ailleurs, il y a des critiques qui viennent de la gauche, mais aussi de l'extrême droite au sein de son gouvernement, où on dit c'est le moment de dire non à Donald Trump, il faut résister et il faut malgré tout poursuivre cette lutte et intensifier même cette lutte contre le Hezbollah. Alors le ministre de la Défense aujourd'hui, Israël Katz, a fait savoir que quoi qu'il en était, cette lutte continuerait, qu'il y aurait éventuellement même une opération comme c'était prévu dans le fief du Hezbollah au sud de Beyrouth. Et en tout cas, aujourd'hui même, les combats se sont poursuivis dans le sud du Liban entre les Israéliens et la milice du Hezbollah. Dans quel état d'esprit, Stéphane, les négociateurs israéliens seront-ils à Washington aujourd'hui? Alors, il faut savoir que ce processus est pris très au sérieux ici, qu'il suscite un véritable enthousiasme, en tout cas beaucoup d'espoir, parce que pour Israël, si une normalisation était conclue avec le Liban, cela signifierait qu'un front extrêmement important, le front nord du pays, aurait été définitivement éliminé. Or, cela fait plusieurs décennies que le Hezbollah harcèle les forces israéliennes et bombarde les localités du sud d'Israël. Cela dit, les attentes israéliennes sont très élevées et surtout, elles sont très différentes de celles des Libanais, puisque les Libanais veulent que le cessez-le-feu intervienne tout de suite, veulent que l'armée israélienne se retire du territoire libanais alors qu'elle est entrée relativement profondément dans le territoire libanais, jamais plus profondément d'ailleurs que depuis l'an 2000, depuis son retrait. Or, en Israël, ce serait plutôt l'inverse. On imagine plutôt une normalisation qui passerait d'abord par la démilitarisation du Hezbollah, sa neutralisation au point de vue militaire, et ensuite un accord politique avec le Liban. La route est donc très longue pour ces négociations. Merci Stéphane Amar, en direct de Jérusalem pour France 24. Patricia Lémonière, quel poids cette discussion, si elle a lieu, peut-elle avoir d'après vous sur la position israélienne? Cette discussion confidentielle, non, je parlais de la discussion téléphonique, si elle a bien eu lieu entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou, oui, cet appel téléphonique, quel poids d'après vous aura-t-il sur la position défendue par Israël à Washington et dans les prochains jours? Alors là, je crois pas beaucoup, si vous me le permettez, parce qu'il y a deux choses aux yeux d'Israël qui sont en cours. Il y a ce qu'ils appelleraient une négociation de type politique, c'est-à-dire mettre en place les mécanismes pour effectivement enclencher un mécanisme de reconnaissance politique et tout ce qui s'ensuit, avec des données très politiques. Et puis, il y a le militaire qui est dissocié, parce que vous avez bien vu, les chefs d'état-major, tout ça, les militaires se sont rencontrés avant cette réunion qui a lieu en ce moment. Donc il y a deux choses dissociées. Les Israéliens veulent dissocier le militaire du politique et du diplomatique.
Pourquoi dissocier le militaire du diplomatique et politique? Tout simplement, effectivement, parce qu'il pense qu'il faut mener à bout l'opération militaire contre le Hezbollah. Et parallèlement, enclencher avec les autorités libanaises un processus diplomatique et politique. Alors, est-ce que l'appel téléphonique peut jouer? L'appel téléphonique a joué sur le militaire. Vous avez bien vu, puisqu'il y a eu une légère pause, on va dire, vis-à-vis de Beyrouth, puisque l'attaque imminente sur Beyrouth, effectivement, ne s'est pas produite. Mais Benyamin Netanyahou est quand même non seulement pris entre deux feux, mais pris entre deux logiques. Il a la pression, enfin c'est un feu, on va dire, la pression de Donald Trump qui veut conclure son deal, d'autant plus que maintenant les Iraniens mettent dans le premier protocole, mettre le Liban pratiquement aussi important que Hormuz, donc, et le nucléaire, alors que ça ne l'était pas. Donc voilà. Donc il y a cette pression de Donald Trump très forte pour que, en tout cas, Benyamin Netanyahou ne se lance pas dans une offensive de plus grande envergure sur le Liban. Et puis il y a la pression israélienne. La guerre au Liban est populaire, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, elle est populaire en Israël. L'opposition, au point qu'on entend même l'opposition qui appelle Benyamin Netanyahou à outrepasser le veto de Donald Trump. C'est ce que je veux dire, c'est que l'opposition fait de la surenchère et accuse Benyamin Netanyahou d'être pratiquement un faible par rapport à cette question. L'opposition dit qu'il faut en finir avec le Hezbollah. Des gens importants, même comme Eizen Scott, un ancien chef d'état-major. Enfin, c'est pas des pieds nickelés qui font cet appel-là. Donc, et Benyamin Netanyahou, lui, sortir vainqueur de ce qui est en train de se passer sur un plan militaire est essentiel s'il veut avoir une chance pour les élections et avoir une chance justement pour ne pas avoir repoussé encore à plus tard ses ennuis judiciaires que le président lui a dit lui avoir sauvé la mise. Bruno Darroux. Une autre expression, mais je ne la répéterai pas. Plusieurs questions après ce que vient de dire Patricia. D'abord, peut-on dissocier les deux processus? C'est-à-dire, peut-on à la fois attendre du Liban une reconnaissance d'Israël tout en envahissant, pour des motifs militaires, le sud du pays? Oui, c'est un peu la schizophrénie israélienne, mais enfin qui est en partie justifiée par le fait qu'effectivement, sur le champ purement militaire, il y a un acteur, le Hezbollah, qui lui se met hors ces négociations. Enfin, non seulement il se met hors ces négociations, mais il les dénonce comme étant une trahison de la part du gouvernement libanais, lequel gouvernement est lui aussi sous très forte pression en interne, puisque le Hezbollah, à plusieurs reprises, a menacé d'un coup de force si le gouvernement libanais lâchait trop dans ces négociations. Et quand il dit coup de force, ça veut dire certainement un renversement du gouvernement et un éventuel retour à une situation de guerre civile, ce qui, évidemment, serait dramatique. Donc, effectivement, c'est un peu la complication, mais on voit que beaucoup de choses, y compris ce qui est en train de se négocier avec l'Iran, tournent autour finalement du devenir du Hezbollah, et que pour le moment, à part les Iraniens qui continuent à soutenir mordicus leur proxy, comme on dit, leur mandataire au Liban, eh bien personne n'a trouvé la clé, la solution pour à la fois normaliser les relations entre le Liban et Israël, en faisant quelque chose du Hezbollah. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario, je sais pas moi, comme en Irlande du Nord, où l'Iran, finalement, avait accepté de cesser d'être une armée, mais ça avait été très compliqué, parce que quand c'est la raison d'être d'un mouvement, la raison d'être du Hezbollah, c'est d'être une milice militaire qui lutte contre Israël. Il y a la manche politique, donc, il y a le Sinn Féin en Irlande et voilà, du Nord. Est-ce qu'on peut passer de l'IRA au Sinn Féin version libanaise? C'est toute la question, même s'il y a déjà des relais politiques, même si il y a notamment le président du Parlement libanais, Nabi Berri, qui joue un rôle important d'intermédiaire entre le Hezbollah et les Américains. Mais lui, c'est déjà un autre parti, c'est Hamal. Donc voilà. Il est lié. Les choses existent déjà, les oui. entités existent. Oui. Est-ce que la branche militaire accepterait de rendre les armes? Pour le moment, ça paraît peu probable. C'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Oui, est-ce que le gouvernement libanais a les cartes, comme dirait Donald Trump? Non, il n'a pas les cartes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Donald Trump dit « j'ai parlé au Hezbollah par intermédiaire », c'est qu'il avait parlé à Nabi Berri, effectivement, puisque c'est lui l'homme, le représentant de la communauté chiite politique, en tout cas. Et du Hezbollah, parce que c'est bien lui qui facilite toutes les tractations du Hezbollah, quand même. Le Hezbollah, je veux dire, ce n'est
Depuis l'affaire des beepers et toutes les éradications qu'il y a eu et la décapitation de Nasrallah et de tous les autres qui en sont suivis, le Hezbollah est passé sous la coupe complète, il faut bien le dire maintenant, des passedarans. C'est-à-dire ce n'est plus le Hezbollah que nous avons connu. Les gardiens de la révolution. Les gardiens de gardiens de la révolution iranienne. Lesquels sont présents d'ailleurs en territoire libanais, on l'a vu. C'est eux qui gèrent maintenant les offensives. Il faut savoir que depuis un an, pratiquement, l'Iran, qui ne voulait surtout pas perdre son proxy, a envoyé plusieurs centaines de millions de dollars au Hezbollah au Liban. Certains évaluent même jusqu'à 600 à 700 millions de dollars pour effectivement alimenter les circuits financiers couverts par le président du Parlement, alimenter les services de sécurité, là encore intérieur, couverts par le président du Parlement, qui va absolument nommer leurs responsables. Enfin, vous voyez, c'est tout un système, payer les militaires, payer les fonctionnaires du Hezbollah. Enfin, tout ça est tout un système. Donc, on voit bien à quel point l'Iran alimente cette machine. Aujourd'hui, la dirige sur un plan militaire. Et ce n'est pas toutes les offensives et toutes les bombes qui vont tomber sur le Liban qui vont malheureusement, je pense, régler cette question. Cette question du Hezbollah, elle sera aussi réglée sur un plan diplomatique. Mais alors, demandez-moi pas comment. Ça, je ne sais pas. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Iraniens, vous le disiez Raphaël, en ont fait une des conditions, un des 3 points très importants désormais. Sur le mode, on veut un cessez-le-feu régional qui inclut c'est leur manière de mettre l'échec et c'est pour ça que c'est Donald Trump qui se retrouve dans une situation difficile et qui visiblement il perd un peu ses nerfs contre Benyamin Netanyahou parce qu'en fait il se retrouve lui-même sous pression à cause de ce que continue à faire Benyamin Netanyahou qui lui est dans sa logique à la fois effectivement politique, militaire mais aussi électorale puisqu'on rappelle qu'il y a quand même des élections législatives dans 3 ou 4 mois en Israël et que sa coalition est donnée perdante. Imposer le Hezbollah comme préalable, enfin en tout cas une paix ou un cessez-le-feu au Liban comme préalable à tout accord régional, c'est le poison que distille l'Iran entre ses 2 alliés, États-Unis et Israël. Certainement, l'Iran a vu le moyen d'en jouer, mais il y a aussi ce que disait Patricia, que l'Iran ne veut absolument pas abandonner le Hezbollah. C'est un peu sa pépite, si vous voulez. Et donc, il est hors de question de l'abandonner. Et dans les négociations, ça va peser très lourd, forcément. Tout ça va se terminer comment ? Est-ce que les États-Unis vont être contraints, d'une certaine manière, de retourner en guerre contre l'Iran, faute de parvenir à convaincre Israël d'une paix en bonne et due forme avec le Hezbollah ? Aujourd'hui, qui met le là en Iran sur les négociations, c'est effectivement les passedarans ou les gardiens de la révolution. C'est eux qui donnent le là, en tout cas, dans les négociations. Et eux, on dit, on suspend les négociations puisque tous nos critères ne sont pas satisfaits. Et ils sont moi, je ne dirais pas qu'ils sont en position de force, je dirais qu'ils sont un peu gagnés par un certain hubris. Ils partagent ça avec le président américain, j'ai l'impression. Et il faut se méfier de ce genre de comportement, parce que ce genre de comportement est dangereux. Il peut conduire à un dérapage non contrôlé. C'est une situation qu'on n'aurait pas voulu, en réalité. Une situation qu'ils n'auraient pas voulu, parce qu'ils disent, oui, nous, on est prêts à reprendre la guerre. Je ne suis pas sûre qu'ils soient aussi prêts à reprendre la guerre, même s'ils mettront totalement le Proche, enfin les États du Golfe à feu et à sang. Mais la technique de Donald Trump, pour l'instant, c'est de ne pas céder à tout, même malgré la dissension que les Iraniens essayent de faire entre Israël et les États-Unis en disant Trump s'est fait avoir par Netanyahou et tout s'est amplifié sur le plan intérieur américain. Mais il tient sa route parce qu'il a dit, si on n'y arrive pas, de toute façon, je maintiens le blocage, mon blocus à moi. Et le blocus, pour l'instant, ils arrivent à s'en sortir, les Iraniens, parce qu'ils contournent la mer Caspienne, tout ça, etc. Mais dans 3 mois, ils ne s'en sortiront pas, sur un plan économique. Dans 3 mois, ça ne sera plus pareil. Et donc, Donald Trump, s'il tient, on ne sait pas. Nous, ce n'est pas bon du tout pour notre économie, pour notre pétrole et essence, mais
Si les marchés ont compris que ça allait rester peut-être encore 2-3 mois après les 2 mois dont il a besoin pour faire toutes ces petites fêtes, ils peuvent se contenter on peut avoir un pétrole qui reste dans des eaux 100, 120, voilà. C'est ça la Trump card, si vous me passez le jeu de mots, c'est-à-dire la carte maîtresse de Donald Trump. On évoquait la capacité aujourd'hui de l'Iran à semer la zizanie, la discorde entre les alliés à travers le Hezbollah en Iran, mais finalement Donald Trump, avec le détroit d'Ormuz, a les moyens dans la durée de faire plier Téhéran. En tout cas, du point de vue américain, ça a été une bonne décision stratégique. Ils auraient peut-être dû la prendre plus tôt, effectivement, de faire ce blocus contre les navires iraniens, parce qu'effectivement, comme le disait Patricia, ça affecte gravement l'économie iranienne, et notamment des problèmes de stockage. Là, ils stockent un peu partout où ils peuvent, visiblement, mais si ça dure encore quelques semaines, ça va devenir extrêmement compliqué. Ouais. Donc, oui, c'est une des cartes maîtresses de Donald Trump. En fait, il est quand même pris entre, d'un côté, Benjamin Netanyahou, qui a sa propre logique à lui et qui veut sauver ses fesses, comme disait Donald Trump. Là, je cite Donald Trump, d'un point de vue personnel et d'un point de vue électoral. Et d'un autre côté, c'est Pasdaran, ces gardiens de la révolution iraniens, qui, eux, ont très bien qui ont plus de temps devant eux et qui ont très bien compris que sur ces points-là, ils n'ont pas intérêt à lâcher, d'autant plus que plus ils tiennent sur les détroit d'Ormuz, plus ils tiennent sur l'affaire du Hezbollah, plus le dossier nucléaire, on peut dire qu'on en parlera après. Alors au calendrier grec, c'est peut-être pas une bonne image parce que c'est le Moyen-Orient, mais enfin, vous voyez qu'on en parlera plus tard, quoi. Oui, et finalement, l'accord éventuel qui sortira de ces négociations nous réserve sans doute encore bien des surprises. Le pétrolier arraisonné hier par la marine française en provenance de Russie baigne lui désormais en baie de Douarnenez dans le Finistère. Ce navire est sous sanctions européennes comme appartenant à la flotte fantôme russe, celle qui permet à Moscou de contourner les sanctions internationales. Le Kremlin dénonce une opération à la limite de la piraterie internationale justement. Patricia Lémonière, la France, elle s'appuie sur la convention de Montego Bay qui lui permet d'intercepter les navires qu'elle soupçonne d'arborer un faux pavillon, en l'occurrence faux pavillon camerounais. C'est de bonne guerre, entre guillemets, ou est-ce qu'on prend un risque là à multiplier ces opérations? C'est la 4e déjà. On sait quand même, assorti de tous les articles, on a révisé notre droit, je pense, constitutionnel, en particulier une petite mention de la Convention qui est la 110, je crois, qui donne autorisation, effectivement, quand il y a des suspicions, à vouloir inspecter. Quand on vous refuse l'inspection, l'inspection se fait un peu plus musclée. Et donc voilà, ce bateau, en plus, je pense qu'il se disait camerounais, et on a téléphoné au Cameroun, et les Camerounais ont dit non, pas de pavillon. Enfin bref, c'est son lieu de destination finale, semble-t-il. Oui, mais c'était son pavillon annoncé. Donc ils ont dit non, nous, pas de pavillon pour ce Tagore, je crois, voilà, Tagore. Il faut savoir que ce bateau a changé depuis 2023 4 fois déjà de pavillon. C'est un expert en l'art de changement et je ne vous demande pas si on remonte aux années 2013. Donc il change beaucoup de pavillons. Qu'est-ce qu'essaye de faire la France? Alors la France a les moyens physiques, militaires, de faire cette opération. Toutes les armées européennes ne l'ont pas. Les Britanniques l'ont aidé, on l'a bien essayé de dire que on n'était pas tout seul là-dedans. Les Britanniques l'ont aidé et apparemment d'autres aussi. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, on envoie un signal important à Moscou au moment où Moscou nous teste aussi avec ses petits drones. Vous voyez, vous n'avez pas remarqué, puis ces petites menaces. Medvedev nous a quand même lancé une belle menace aujourd'hui ou hier, je crois, en disant que si ça y est, c'était fini la paix, quoi. Avec l'Europe, on allait rentrer en guerre, quoi, pratiquement. Donc, il menace. Il teste. Il y a des craintes, effectivement, sur une fuite en avant qui pourrait être celle du président Poutine. Donc là, on veut lui montrer que, ça va, les sous-marins qui passent à côté des côtes françaises, les avions qui survolent les pays baltes, voilà, à un moment donné, il faut respecter un minimum de choses. C'est juste... c'est pas de la piraterie, quoi, on va dire. C'est juste dire, peut-on... On veut montrer que l'on est là, qu'on a une marine et qu'on a des hommes en armes. C'est ça aussi qu'on veut montrer, je crois, qu'on a une armée capable de faire ce genre d'opération. C'est la réponse stratégique adaptée, c'est-à-dire graduée, compte tenu de la situation actuelle, Bruno Darroux? En tout cas, oui, c'est une réponse qui d'abord se fait selon, effectivement,
les limites du droit maritime international. Comme disait Patricia, on a très bien révisé, on est dans les clous, c'était pas trop éloigné des côtes, etc. Voilà. On a tout bien respecté. Donc l'accusation de piraterie, à la rigueur, c'est plutôt les vaisseaux fantômes qui font un peu de la piraterie, parce qu'en fait, ils sont en train de pirater du pétrole, parce qu'il y a toujours le pétrole qui revient. Cette flotte fantôme, elle sert essentiellement à la Russie à continuer à exporter par d'autres voies son pétrole. Et puis, c'est une façon aussi, alors pour la France en particulier, mais aussi pour l'Europe, d'envoyer à Poutine le message qu'on n'est pas dupe, qu'on sait très bien qu'il essaye de faire ce commerce illégal et que ce serait bien que ça s'arrête. Donc, quelle va être, in fine, la réaction du Kremlin, on verra. Après, franchement, je ne sais pas si les quantités de pétrole exportées via cette flotte fantôme, qu'il est difficile de quantifier, en fait, sont conséquents. Donc, si ça aurait un impact, parce que c'est ça qui pourrait jouer, si ça avait un impact sur l'économie russe qui est déjà dans le mauvais drap, moi, j'ai tendance à penser que pas vraiment, mais c'est sans doute un élément de la réflexion au Kremlin, face quand même à cette réaction assez ferme des Occidentaux, en particulier de la France. Une manière donc de crédibiliser les sanctions internationales, les sanctions européennes notamment. Décider des sanctions, il est normal de les faire appliquer. Comment peut réagir la Russie, d'après vous, Patricia Lémonière ? Par rapport à cette prise, écoutez, le premier bateau qui avait été investi par l'armée française, c'était, je crois, en octobre l'année dernière ou en septembre. Bon, la justice, la France dit, on saisit. La justice suit son cours. La justice, d'ailleurs, a rendu 100 000 euros d'amende pour le capitaine. Ce sont des amendes. Et un an, condamné à 1 an de détention, si ce n'est qu'il avait pris, on l'avait laissé repartir chez lui, et que maintenant, on a lancé un mandat d'arrêt. On garde, si vous voulez, la forme juridique. Alors, Moscou n'a pas réagi, n'est pas monté. C'est pas la stratégie. Qu'est-ce que fait Moscou ? Moscou, lui, est occupé par sa guerre en Ukraine. Il a des difficultés économiques. Il faut absolument qu'il les gère. Pour l'instant, Vladimir Poutine pense qu'il va encore gagner sa guerre en Ukraine, en tout cas prendre le Donbass dans les 4, 5, 6, 7 mois qui arrivent. Il est peut-être un peu le seul à y penser. Il y a des voix actuellement au Kremlin qui commencent à s'élever en disant des cercles de réflexion qui sont proches du Kremlin, qui commencent à dire qu'il faudrait peut-être envisager de signer la fin de la récréation et donc de dire, bon, peut-être on a gagné, mais en fait, voilà, on arrête les frais parce que la situation devient difficile. Donc, si vous voulez, dans ce contexte-là de difficultés rencontrées par Vladimir Poutine, effectivement, ça ne fait pas plaisir, cette saisie d'un bateau. Effectivement, c'est une petite humiliation supplémentaire pour lui. Bon, mais il a franchement d'autres choses qui sont plus urgentes actuellement, la grogne et les difficultés sur le terrain et l'argent qui rentre beaucoup moins dans les caisses, justement parce que ces bateaux, la flotte fantôme, maintenant, ce qu'on essaye de faire en sorte, ceux qui ont mis ces sanctions, c'est faire en sorte que les bateaux soient homologués pavillon russe. Donc, ils n'auraient plus le droit d'exporter leur pétrole. La Russie, proche de signer un accord, comme l'a laissé entendre Vladimir Poutine le 9 mai lors des célébrations, au contraire, une bête blessée dont il faut avoir peur, à l'image du déluge qui s'abat ces derniers jours sur l'Ukraine. C'est sans doute un peu les deux. C'est-à-dire, il y a une forme là aussi d'énervement de la part de la Russie qui voit que sur le terrain, en fait, on n'est plus dans la situation de l'automne dernier. On disait que c'était l'armée russe qui avait l'avantage. Là, on voit la ligne de front. Les Ukrainiens, pour le deuxième mois consécutif, alors c'est pas des surfaces énormes. En avril, ils ont repris 200 km². Là, 300 km². 300 km², c'est 3 fois la taille de la ville de Paris. Donc c'est pas énorme, mais néanmoins, l'atmosphère a changé. La dynamique. Et donc, il est peut-être en train de comprendre que... Et puis, les pertes russes sont immenses. On les estime à 35 000 par mois. Il commence à avoir des problèmes de recrutement. Il ne veut pas refaire un ordre de mobilisation parce que la dernière fois qu'il l'a fait, ça n'a pas été un franc succès. Il y a des dizaines de milliers de jeunes qui ont quitté la Russie à ce moment-là. Donc, la situation sur le terrain étant difficile, il se lâche un peu, si vous me passez l'expression, par des bombardements aérien pour essayer, comme toujours, de faire plier les Ukrainiens, mais on sait que ça ne marche pas. Donc, effectivement, il y a certains proches, même des proches, qui commencent à dire, il faudrait peut-être trouver un moyen. Alors, négocier une paix, ça paraît très peu probable,
parce que les positions des uns et des autres sont trop antagonistes, mais une forme de cessez-le-feu, y compris un cessez-le-feu de facto, où ça resterait gelé comme ça, et puis après il y aurait le narratif de la propagande russe qui expliquerait à la population que ça a été un franc succès, alors qu'en fait, ça fait quand même... J'entendais tout à l'heure un expert... sur une antenne concurrente et néanmoins amie, qui disait que là, depuis qu'a commencé la guerre en Ukraine jusqu'à maintenant, on a dépassé la durée de la Première Guerre mondiale. Oui. Donc, il y a ça aussi qui commence à entrer en ligne de compte. Hein, c'est que ça dure, les populations russes souffrent, elles commencent, elles aussi, à voir concrètement des effets de la guerre avec les drones à longue portée lancés par l'Ukraine. Donc, voilà, peu à peu, ça commence à émerger, mais on n'y est pas encore. Un dernier mot, oui, Patricia. un dernier mot. Et il y a d'autres voix qui commencent à murmurer en Europe qu'il faudrait que l'Europe rentre dans la partie en tentant de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine. C'est une autre histoire. Et là-dessus, Vladimir Poutine joue là-dessus parce qu'il regarde nos divisions en la matière avec un grand sourire. Il voudrait Gerhard Schröder, mais enfin, ça semble difficile. Hein. Oui, alors il voudrait Gerhard Schröder. Bon, il y a Emmanuel Macron qui s'est positionné. Ou Manuel Valls. Voilà, on va bien. Mais la chance des Européens aussi, juste pour terminer, ça va peut-être être que Donald Trump, au bout d'un moment, là, il est très pris par le Moyen-Orient, va finir par se lasser de cette histoire de paix en Ukraine. Quoi. Néanmoins, ils ont un besoin urgent de ces missiles patriotes. Ah, les Ukrainiens, oui. Oui, non, je parlais de oui, non, Trump, j'ai bien compris, mais je rajoute... À suivre, on va en reparler évidemment, à n'en pas douter, dans les prochaines semaines. Merci Patricia Lémonière et Bruno Darou. On se retrouve, nous, dans un instant pour la suite de l'essentiel. On continuera à parler de la situation... à la fois en Ukraine, mais on évoquera aussi aujourd'hui ce monument en hommage aux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, inauguré par Emmanuel Macron et Paul Kagame. Restez avec nous.